Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Iran en transition. Dirigée par Atta Hayati. La collection L'Iran en transition s'inscrit résolument dans l'objectif de développement du pluralisme dans la culture iranienne. Elle le fera en portant un regard objectif sur les aspects économiques, politiques, sociaux et culturels d'un pays en gestation. Cette ambition est devenue une nécessité tant dans l'observation et l'énonciation des faits, que du point de vue de la recherche et de la confrontation des idées. L'Iran sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad. Bilan et perspective. Sous la direction de Jamshid Assadi. 2009. Maorizadi, l'Iran, un puzzle 2010. PREFACE. Iran au début du XVIe siècle. La thèse de notre collègue Hassan Pirozhjou, restée longtemps inédite, est publiée. Elle méritait largement d'être connue. Il me souvient de l'époque où, il y a une trentaine d'années, je le rencontrais à l'issue des séminaires du professeur Jean Aubin et où nous discutions des grands thèmes de l'histoire de l'Iran, avec d'autres jeunes chercheurs iraniens. Ces discussions animées pouvaient se poursuivre à l'occasion de la consultation de manuscrits, de sources peu ou mal connues de l'histoire si complexe et si fascinante de l'Iran. Depuis les années 1970, bien des documents que l'on croyait perdus ont été retrouvés, nombre d'ouvrages ont été publiés. Mais dans le même temps, on aperçoit que les zones obscures restent nombreuses. Une foule de questions sont encore à élucider. Y a-t-il une problématique spécifique à l'histoire iranienne ? Quelle est la valeur des chroniques ? Peut-on pallier le manque d'archives pour certaines périodes anciennes ? L'analyse que nous présentons aujourd'hui est-elle déformée par l'idéologie ? La liste de ces questions serait longue et la parution d'ouvrages de synthèse ou de répertoires encyclopédiques, en Iran et hors d'Iran, si elle rend les investigations plus aisées, ne permet de répondre qu'à certaines d'entre elles. Hassan Pirozhjou, dans sa thèse, s'est attaché à 3 problèmes majeurs de l'histoire iranienne. La fiscalité et son poids sur les populations, l'arrivée de groupes nomades sur le plateau et ses conséquences sur la prospérité de l'artisanat. Plusieurs grands bouleversements, si l'on ne tient pas compte des catastrophes naturelles, tremblements de terre, épidémies, changements climatiques, ont affecté l'Iran au cours de la période que Hassan Pirozhjou a prise en compte dans son travail. Il y a d'abord eu l'invasion mongole qui, au milieu du XIIIe siècle, a ravagé, si l'on en croit les sources, le plateau iranien et n'aurait laissé que ruines. Les étapes de la reconstruction sont malaisées à reconstituer. Ne manque-t-on pas de données démographiques ? L'irruption de Tamerlan au seuil du XVe siècle et les guerres incessantes qui ont opposé ses descendants, se partageant avec les Turkmènes le vaste territoire de l'Iran d'alors, semblent avoir favorisé, à côté d'une brillante vie de cour, une situation assez médiocre et parfois précaire dans les provinces. Mais là encore, il est difficile d'avoir des données sûres. Aussi les recherches sur la fiscalité et les impôts qu'a entreprise H. Pirozhjou étaient-elles du plus haut intérêt. Mis à part quelques travaux soviétiques ou anglo-saxons, il restait beaucoup à chercher au travers de sources historiques fort diverses. Les réformes, parfois radicales qu'a connues l'administration persane, notamment après la conquête mongole, ou les tentatives de réforme qui ont été faites ensuite à plusieurs reprises, montrent les défauts inhérents à chacun des différents systèmes. Une société pénétrée par différents courants de l'islam et où les fondations religieuses liées à des ordres soufis ont une grande influence, la société iranienne de la fin du Moyen Âge se trouve bouleversée lors de l'avènement de Shah Ismail au tournant des années 1501-1502. Entre l'adhésion au nouveau mouvement millénariste et charismatique et le désenchantement voire la révolte contre les nouveaux maîtres, les populations hésitent. On voit aussi les difficultés du monde paysan, où petits propriétaires traditionnels ont un pouvoir. Bien des analyses et des remarques de Hassan Pirozhjou permettant de comprendre certains mécanismes sociaux. L'importance de la paysannerie et du monde des artisans dans l'histoire de l'Iran avait souvent été négligée. Certains ont pu voir dans l'histoire iranienne une succession de cycles. Des périodes de développement brillant et de prospérité seraient toujours suivies, à plus ou moins brève échéance, d'autres périodes de troubles, d'insécurité ou d'émiettement du pouvoir, conséquences d'invasion ou d'autres facteurs parfois plus malaisés à analyser.
En fait, on avait souvent sous-estimé les facteurs régionaux et le poids des particularismes qui, lorsque le pouvoir central s'affaiblit, donnent naissance à des structures politiques locales souvent très particulières. On voit aussi réapparaître de très anciennes institutions, ou coutumes apparemment oubliées. Hassan Piruzju s'est intéressé à des périodes de crise. Révolution mongole, bouleversement timouride et révolution chiite d'Ismaïl. Ces périodes nous sont connues sur tous les grandes chroniques classiques. Les historiens appartiennent le plus souvent au monde de l'administration. Ils connaissent les rouages de celle-ci. Les mécanismes fiscaux ne leur sont pas inconnus. Lorsqu'ils relatent les faits dans leurs chroniques, leur regard est souvent aigu, mais ils se contentent souvent de discrètes allusions. Le travail de Hassan Piruzju fournit ainsi une très utile grille de lecture. La civilisation iranienne repose sur un équilibre entre des rapports fort divers et sur un acquis multiséculaire, en rapport avec une situation géographique spécifique, où les influences extérieures nombreuses sont tempérées par un isolement dû à l'étendue de l'empire. Puisse cette publication, fruit d'un travail patient et d'une volonté d'analyser des mécanismes économiques et sociaux qui sont souvent négligés par l'histoire événementielle, susciter l'intérêt des historiens de l'Iran. Puisse-t-elle aussi une pléiade de nouveaux travaux qui nous fassent pénétrer plus avant dans la connaissance d'un passé riche et complexe. Francis Richard, conservateur des manuscrits orientaux à la BNF. Avant, propos. À quelque exception près, il était jusqu'à présent de règle, chez les historiens iraniens contemporains, de manifester la plus grande admiration envers la période safavide et en particulier son fondateur, Shah Ismaïl, le règne de ce dernier leur apparaissant comme une renaissance de la grandeur passée de l'Iran. De ce fait, ils n'ont vu que l'averse de la médaille. Dans les pages qui suivent, nous tentons d'en montrer le revers et partant de démystifier quelque peu cette période de l'histoire iranienne. Nous sommes néanmoins conscients des insuffisances et des lacunes que comporte la présente étude, ce qui est plus ou moins inévitable dans la mesure où elle porte sur un domaine mal connu malgré son importance. Les documents et témoignages sont encore rares et épars. Nous nous sommes efforcés de les rassembler et de les faire présenter ici sous la forme d'une synthèse. Est-il besoin d'ajouter que cette étude n'a nulle prétention académique, ni même historique à proprement parler. Son but essentiel est de donner l'esquisse d'une analyse socio-économique, pouvant contribuer à dégager un aspect fondamental de cette période et à en faciliter l'approche d'un point de vue historique. Introduction. L'un des phénomènes les plus intéressants de l'Iran safavide consiste dans l'éclatement d'une crise profonde dans tous les domaines, social, économique, militaire, idéologique qui a duré plusieurs années. Une étude précise de cette crise multiforme et aux racines profondes, qui ébranla la dynastie safavide dès son avènement, et l'analyse du processus qui commence bien entendu avant Shah Ismaïl et se prolonge après lui, éclaircira de nombreux problèmes concernant cette période et qui sont encore mal connus. Nous nous intéressons ici avant tout, au côté socio-économique de cette crise, à notre avis le plus important. Pour une meilleure compréhension de cette crise, il faut d'abord connaître la structure socio-économique de l'Iran à cette époque et les effets que les invasions successives, les expéditions militaires, les massacres et migrations de la population, les disettes et les épidémies ont exercé au cours de l'époque du Shah Ismaïl et même avant sur cette structure. Première partie. La structure SOCIOECONOMIQUE traditionnelle de l'Iran. La structure SOCIOECONOMIQUE traditionnelle de l'Iran. Pour apprécier les caractéristiques spécifiques de la société iranienne, il faut connaître les conditions géographiques et naturelles du pays dont voici les traits essentiels. A. Le climat du plateau iranien est sec. La moyenne annuelle des précipitations est dans l'ensemble très réduite, à quelques exceptions près. L'eau est le facteur limitatif dans l'agriculture, l'extension des surfaces cultivées, la concentration de l'habitat. B. L'existence d'un pâturage clairsemé. La diversité du climat avec de grands écarts de température consécutifs aux différences importantes d'altitude entre la plaine et la montagne contraignent au nomadisme les éleveurs qui doivent changer de région au cours des saisons. C. Le plateau iranien est situé entre 4 plaines fertiles. 1 degré la plaine de la Transoxiane, Amu Daria et Sœur Daria, au nord-est.
2 degrés la plaine du Pendjab et du Sindh au sud-ouest. 3 degrés la plaine de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, au sud-ouest. 4 degrés la plaine de Mokhan au nord-ouest. D'autre part, ce plateau est situé entre deux mers, le golfe Persique au sud et la mer Caspienne au nord. Grâce à cette situation favorable aux communications, il a joué dans toute l'histoire de l'Iran un rôle très important en tant que pont intercontinental, plaque tournante des échanges commerciaux et culturels entre l'Occident et l'Orient et comme territoire de transit. Après ces précisions, nous pouvons maintenant dégager les traits essentiels et fondamentaux de la société iranienne, traits qui, durant des siècles et malgré tous les événements historiques, ont subsisté fondamentalement d'eux. 1. L'agriculture et la structure de la production agricole. Le climat et les conditions géographiques, en particulier la présence de vastes espaces désertiques, qui s'étendent depuis le Sahara à travers l'Arabie, l'Iran jusqu'aux plateaux les plus élevés de l'Asie, ont nécessité depuis les temps anciens une irrigation artificielle au moyen des ganas et des digues sur les cours d'eau, base de l'agriculture iranienne 3. Le système des ganas, consistant à amener l'eau à travers le sous-sol, apporte également des éléments minéraux. Cette nécessité première d'utiliser l'eau avec parcimonie et sur un plan communautaire, qui en Occident entraîna les entrepreneurs privés à s'unir en associations bénévoles, dans ce pays où les points d'habitation étaient dispersés sur un territoire très vaste, a exigé l'intervention centralisatrice du gouvernement. D'où la charge d'assurer les travaux publics, qui incombe à tous les gouvernements iraniens. Or l'irrigation artificielle est l'affaire soit des communes, soit des provinces ou des gouvernements centraux. Cette fonction économique du gouvernement explique l'absence, ou presque, de la propriété terrienne privée, avec quelques exceptions bien entendu. La propriété de toutes les terres du pays a été considérée essentiellement comme le droit du souverain, représentant l'entité iranienne, donc une sorte de propriété nationale, et non pas nationalisée, ou gouvernementale 4. Le roi en tant que propriétaire de toutes les terres, était chargé de protéger l'exploitation agricole, d'entretenir les canaux d'irrigation, les ganas et de régler les crédits agricoles. Il lui fallait organiser et contrôler une hiérarchie administrative qui couvrait à sa base la totalité des unités de production. 5. La tâche de l'empereur consistait donc à fournir les éléments nécessaires à la culture de la terre, comme la création des canaux et leur surveillance, et assurer ainsi au peuple ses moyens d'existence. Aussi, il avait pour tâche de stocker les denrées en prévision des disettes. De plus, avec les trésors qu'il accumulait, il devait procurer aux pauvres cultivateurs la semence et le cheptel. 6. La fertilisation artificielle du sol, dépendant d'un gouvernement central et tombant en décadence dès que l'irrigation ou le drainage sont négligés, explique le fait suivant, qui autrement aurait paru étrange. Des territoires entiers qui autrefois furent admirablement cultivés, sont actuellement stériles et déserts secs. Ce phénomène explique aussi pourquoi une seule guerre dévastatrice pouvait dépeupler le pays pour des siècles. C'est pourquoi on peut voir clairement l'agriculture tomber en décadence sous un gouvernement, et revivre sous un autre. Les récoltes y correspondent au gouvernement bon ou mauvais, comme elles changent en Europe selon le beau et le mauvais temps. 8. C'était juste dans ce sens et avec raison que Ch. Chardin, parlant du règne du Shah Abbas Ier, écrivait dans son journal de voyage. L'on n'a que trop d'exemples par toute la terre, que la fertilité même du terroir ainsi que l'abondance d'un pays, dépend du bon ordre d'un gouvernement, modéré et selon les lois. 9. L'agriculture était la base économique du pays, et le surplus de la production agricole formait le revenu principal du gouvernement qui nourrissait l'appareil d'administration, l'organisation militaire et les dépenses pour les travaux publics. Le pays était divisé en provinces, régions et villages. La gestion de ces unités était confiée aux agents du gouvernement. Au sommet de ces hiérarchies provinciales, l'administration se composait de divers éléments militaires, financiers et administratifs, mais au niveau du village, toutes les fonctions étaient confiées à une seule personne, le Degun, qui représentait le gouvernement auprès des villageois. Il dirigeait techniquement la production, réglait les crédits et collectait les impôts. Il avait également des fonctions sociales et juridiques. Le gouvernement contrôlait ainsi les points les plus reculés du pays, et bénéficiait du surplus de la production agricole. Le recrutement des soldats se faisait ainsi.
Chaque village fournissait un contingent déterminé par l'importance de sa population et le nombre de ses unités de production, Bone. Fait curieux, l'absence des soldats membres des Bones n'affectait pas leur production, car le reste des membres du Bone étaient chargés de remplir le devoir des absents. Les autorités à la tête des villages, des régions et des provinces n'étaient que de simples agents du gouvernement central. Ceux-ci pouvaient être remplacés selon les besoins politiques ou administratifs, ou encore à la suite de plaintes de la population locale. Ce genre d'administration atténuait la pression des autorités locales. De l'Antiquité à nos jours, les plaintes occupent une place importante dans l'administration iranienne. Il faut noter que tous les changements intervenus soit par suite des occupations étrangères, soit par les réformes fiscales ou administratives, ont uniquement modifié le tronc de la hiérarchie administrative afin de diriger le surplus de la production agricole dans telle ou telle direction sans s'intéresser au fond de la structure rurale ni la modifier. Chaque nouvelle arrivée, comme les précédents d'ailleurs, se contentait de bénéficier de ce surplus fixé déjà par la tradition. Certes, on augmentait parfois le montant prélevé sur la récolte, mais toujours dans le même cadre traditionnel. 10. 2. Le LEVAGE et la vie nomade. La maturation à différentes époques des prairies sur le plateau iranien, en hiver dans la plaine et pendant l'été dans les hautes montagnes, invitait une partie de la population à la vie nomade qui existe en Iran depuis l'Antiquité 11, et amenait une relation étroite entre sédentaires et nomades. L'élevage itinérant fondé sur le pâturage exigeait et exige encore, comme conditions essentielles de grands espaces inhabités et des migrations saisonnières des tribus, des prés d'hiver, GHE accent aigu SH-lag, ZE accent aigu mestanga, vers les prés d'été Yeilag, Tabestanga. D'autre part, l'existence de ces prairies attirait également les tribus nomades étrangères et constituait ainsi une source de pénétration plus ou moins pacifique. L'organisation interne des tribus se base sur une société patriarcale. La tradition y joue le rôle de la loi. La modeste production d'élevage, pastorale, y assure à peine la subsistance. La protection des groupes en face des dangers extérieurs et intérieurs se base sur la puissance de la communauté et la tradition. Les tribus sont pratiquement des sociétés semi-indépendantes, qui possèdent toutes les institutions nécessaires pour elles-mêmes. Le pouvoir est dans les mains des chefs, à la fois législatifs, exécutifs et juridiques. La pâturage et la propriété commune, 12. Ainsi, la tribu est une société autosubsistante qui possède aussi bien des moyens de subsistance que ses institutions sociales. Étant donné le rôle que jouaient les nomades dans la vie sociale du pays, l'un des problèmes très importants à régler dans l'administration du pays était le partage des pâturages entre les tribus, et la désignation de leurs itinéraires, 13, pour éviter les conflits entre les tribus voisines au sujet des prairies et afin de protéger les paysans et la population sédentaire contre les dégâts laissés par le passage des nomades qui piétinaient parfois les champs cultivés et commettaient des agressions. Il faut noter que chaque partage injuste des pâturages opéré au profit de telle tribu, et au détriment d'une autre, constituait une source de conflits et de révolte de la part des défavorisés. La part du lion revenait naturellement aux tribus possédant le pouvoir, ou ayant plus ou moins d'influence dans l'appareil gouvernemental. Dans le cas d'une absence de centralisation, de faiblesse du gouvernement ou d'anarchie, apparaissaient des luttes acharnées entre les différentes tribus pour l'extension de leur pâturage, soit au détriment des autres tribus, soit au détriment des champs cultivés. 14. Au problème de partage des pâturages entre les différentes tribus du pays, s'ajoutait une autre préoccupation de l'appareil gouvernemental: défendre les frontières du pays et empêcher autant que possible les pénétrations et les invasions des tribus étrangères. Ici comme en Chine et comme à Rome via Vis des Germains, un moyen pour barrer le chemin des tribus nomades et empêcher leur pénétration ou leurs invasions était de construire des murailles et des barrières dont on trouve aujourd'hui les traces en Transoxiane et dans le Gorgan. La longueur de cette dernière muraille qui, selon Amtala de Mostofi, a été construite par le roi sassanide Firouz, était de 50 lieues 15. La qualité de la relation entre la vie nomade et sédentaire, entre l'élevage nomade et l'agriculture, entre tribus nomades et communautés rurales, dépendait d'un ensemble de conditions, au caractère paradoxal et contradictoire. Lorsqu'il existait un gouvernement fort et bien centralisé, que régnait la paix,
que les tribus étaient bien assimilées, avec à leur tête des chefs autoritaires, et qu'enfin les itinéraires établis passaient loin des champs cultivés, une coexistence plus ou moins pacifique s'établissait entre les deux parties de la population. Toutes ces conditions étaient rarement réunies malheureusement. L'élevage nomade se présentait alors comme quelque chose de nécessaire et de complémentaire dans l'économie rurale et urbaine. Chaque tribu ne consommant pas la totalité des produits de sa production, elle en échangeait une partie, la viande, l'huile animale, la laine etc., contre les produits agricoles, les denrées alimentaires essentiellement et artisanaux, les textiles et d'autres produits nécessaires à ses besoins. Ainsi, les nomades pratiquaient dans une mesure importante un commerce, au cours de leur migration qui affectait considérablement l'économie de la région en cause. 16. M. Petrouchevski, traitant le problème d'une manière unilatérale, ne voit pas cet aspect positif de la situation. 17. Dans le cas contraire, gouvernement faible, anarchie, etc., cette relation entre nomades et sédentaires, en particulier la population rurale, se présente sous une forme tout à fait différente. La situation instable, mouvementée et semi-indépendante des tribus, ainsi que leur nature sociale ne leur permettait pas d'être intégrés à la société rurale et à la société entière. Cette désintégration produisait un état d'hostilité et d'opposition perpétuelle avec les sociétés voisines, et surtout avec le gouvernement. Pour se défendre et parfois attaquer les autres, les nomades avaient créé une sorte d'armée conforme à leur vie commune. Pour un nomade, la propriété des villages et les champs n'avait pas de sens, donc il pâturait sans se soucier des champs des autres et défendait son action par les armes. 18. Dans ces conditions, le nomadisme devenait un facteur négatif et l'accroissement des tribus nomades dans l'ensemble de la population, et de l'élevage nomade dans l'ensemble de l'économie du pays, à partir d'une certaine mesure, se faisait presque toujours au détriment de la production agricole et du commerce, s'opposant à leur développement. 19. Nous ne montrerons pas ici le détail du rôle important joué par ces tribus nomades dans toute l'histoire de la société iranienne. Notons seulement, en passant, qu'elles ont fait naître presque tous les empires et une grande partie des royaumes locaux et régionaux de l'Iran islamique. 20. Elles ont donné leur forme, ou leur couleur, à la plupart de nos institutions sociales, y compris l'organisation de l'armée 21, et ont constitué la seule force unificatrice, force agitée et mobile, capable de réaliser l'unité du pays et de relier les communautés villageoises plus ou moins autosubsistantes et dispersées sous la forme d'un gouvernement central autoritaire. C'est pour cela que nous jugeons paradoxal et contradictoire le rôle des tribus nomades dans notre histoire. 3. La situation de transit et les voies commerciales. Un autre facteur qui a joué un rôle non moins important dans l'histoire de la société iranienne découle de sa situation de pays de transit sur le passage des grandes routes intercontinentales des échanges commerciaux et culturels entre Orient et Occident. C'est sur les itinéraires des caravanes et au bord des grandes routes du commerce que sont apparues nos plus anciennes villes, comme les roseaux croissent au bord des ruisseaux, ces villes qui ont été le berceau des plus anciennes civilisations du plateau. 22. La vie urbaine sous tous ses aspects, économique, social et culturel, l'artisanat et une partie de l'agriculture qui produisait pour les marchés locaux ou l'exportation, devaient leur épanouissement à ces routes. Et les modifications qui intervenaient parfois sur ces itinéraires ont pu, dans certaines circonstances, concourir à l'expansion ou au déclin d'une ville, selon que la voie des échanges se rapprochait ou s'éloignait. Pour l'instant, nous nous attachons uniquement aux conséquences du passage des caravanes sans examiner les autres éléments pouvant avoir une influence sur le développement de la vie urbaine. 23. Avec l'irrigation artificielle et la gestion de la production agricole, le partage des pâturages entre les tribus et la désignation de leurs itinéraires, une troisième fonction économique incombant au gouvernement consistait la construction, l'entretien et la surveillance des routes avec les ponts, les caravansérails, les stocks d'eau établis tout au long de ces routes. Une partie de l'armée était chargée d'assurer la sécurité des routes et des caravanes. La sécurité relative des caravanes dans les empires iraniens bien gouvernés était connue dans tous les pays. Les gardiens des routes, radars, désignés par le gouvernement, en avaient la responsabilité ainsi que la tâche de collecter des impôts et des taxes douanières. 24. Ici apparaît encore une fois la nécessité d'un appareil administratif en raison de l'immensité du pays,
et la prise en charge par le gouvernement de l'organisation et la surveillance des voies de communication et de commerce, comme la nécessité d'organiser la distribution de l'eau, etc. D'autre part, les impôts et les droits de douane perçus sur les marchandises et auprès des marchands constituaient l'une des sources essentielles des revenus du gouvernement, ce qui explique l'intérêt que portaient les dirigeants au commerce et à la sécurité des voies commerciales. De là les effets déterminants qu'avaient sur le commerce le système fiscal et la situation politique, état de paix ou de guerre, existence ou non d'un gouvernement central fort, etc. 25. Quelque changeant que fût l'aspect politique de l'Iran dans le passé, ces conditions sociales sont pour l'essentiel restées invariables depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle. L'importance du pays en tant que carrefour d'échange a subi un certain déclin, après la découverte de la route du Cap par les Portugais et surtout la fermeture momentanée des frontières ottomanes au commerce iranien. La société iranienne et son histoire formaient une synthèse étrange des trois éléments que nous venons d'approcher, et de leur coexistence tantôt pacifique et tantôt conflictuelle. Il faudrait établir la carte des grandes routes commerciales avec leurs villes, celle des zones tribales et des pâturages avec les itinéraires saisonniers des nomades, enfin celle des régions de culture non irriguées et des régions irriguées où prédomine le système d'agriculture traditionnelle, Nazar. Ensuite, observer et superposer ces trois cartes pour analyser les relations réciproques entre ces trois éléments dans chaque région et dans chaque période déterminée de l'histoire iranienne. Nous mettrions ainsi à jour de nombreux problèmes qui demeurent encore dans l'ombre. Cela pourrait être l'objet d'une étude séparée. DEUXIEME partie. Les origines historiques de la crise. L'invasion mongole. La conquête par les Mongols est souvent considérée comme l'origine et la source de la décadence en Iran, et ainsi, on oublie que ce phénomène était lui-même l'effet de la faiblesse et du déclin du pays dans la période précédente 26. Mais ce qui était fait dans une période et une relation donnée peut se transformer en cause dans d'autres. Ainsi la conquête mongole devient à son tour une nouvelle cause de dégradation de la société iranienne 27. Donc, nous ne pensons pas que cette décadence commence avec l'invasion par les Mongols et se termine avec la fin de leur domination. Le processus commence avant la conquête mongole, et malgré les périodes précaires de prospérité apparente comme sous Shah Abbas le Grand, se prolonge jusqu'à la fin du XIXe siècle et aboutit à la domination indirecte bien entendu, de l'Iran par les puissances colonialistes d'Occident. Par conséquent, dans cette perspective, nous ne considérons pas la conquête mongole comme un événement isolé et hasardeux, mais comme un anneau dans la chaîne des événements qui ont entraîné la décadence et la désintégration du pays. Quant à la conquête mongole, elle n'apparaît pas comme quelque chose d'homogène, mais d'hétérogène où se distinguent différentes phases et divers effets propres à chaque période suivant les régions et les domaines. Ce n'est pas notre propos ici d'entrer dans les détails. Pour aborder le problème dans ses traits principaux, nous diviserons la conquête mongole en trois périodes dont nous donnons ci-dessous les caractéristiques. 1. La période de l'invasion et de la conquête. Celle-ci a eu pour effet direct et immédiat a. La diminution considérable de la population du pays par suite des massacres collectifs et organisés, l'émigration, la captivité 28. B. La décadence des réseaux d'irrigation. Nous avons dit que l'Iran était un pays de culture d'oasis et d'irrigation artificielle. La fertilité des champs dépendait de l'entretien et du drainage des ghanas et des réseaux d'irrigation. Cela demandait une quantité énorme de travail et de temps. Dans certaines régions, les paysans s'employaient chaque année pendant 3 mois à la remise en état et au drainage des ghanas. La destruction directe des réseaux d'irrigation n'était donc pas la seule cause de la diminution de la production agricole 29, le dépeuplement du pays entraînant une insuffisance de main-d'œuvre et partant, la dégradation de ces réseaux mal entretenus en était une autre. C. L'insuffisance du cheptel et de la semence dont la majeure partie fut anéantie pendant l'invasion 30. D. L'expansion disproportionnée de l'élevage nomade au détriment de l'agriculture 31. À vrai dire, cela avait commencé avant l'invasion mongole, avec la pénétration des tribus nomades arabes au 7e siècle et des tribus nomades turques, les Oghuz, etc., au 11e et au 12e siècle. Mais l'arrivée des Mongols l'a accentué particulièrement.
Le mode de production des nomades fondé sur le pâturage exigeait comme condition essentielle de grands espaces inhabités. Les Mongols, par la dévastation des territoires occupés, agissaient conformément à cette exigence 32. C'est pourquoi ils saccageaient villes et villages, délogeaient les paysans et transformaient les champs cultivés en pâturage. Les chercheurs qui expliquent cette attitude des Mongols exclusivement par leur nature sanguinaire et sauvage, limitent l'analyse socio-économique de l'histoire à un moralisme simpliste. Il en résulte que l'augmentation de l'élevage nomade et l'extension des pâturages en Iran au XIIIe siècle était l'une des causes de la décadence économique et surtout agricole 33. L'émigration massive de la population vers l'Inde, l'Asie mineure, la Mésopotamie, l'Égypte, la Syrie, etc. Parmi ces émigrés, il y avait les éléments actifs de la population, artisans, commerçants, agriculteurs, aussi bien que des intellectuels et des gens cultivés 34. Après avoir accompli la conquête de l'Iran et pris le pouvoir, les Mongols comme leurs prédécesseurs se sont trouvés devant les problèmes les plus compliqués et les plus brûlants tels que les problèmes tribaux et financiers, les dépenses de l'appareil administratif déjà en place et les troupes armées 35. Pour les résoudre, ils ont recouru à l'établissement d'un système fiscal lourd et impitoyable, et ont introduit différentes sortes d'impôts et de taxes, dont voici quelques exemples. Bopchour, l'impôt sur les bestiaux 36. Ilan, l'impôt sur les terres cultivées et les villages 37. Tamga, l'impôt sur le commerce et l'artisanat. Gonolga, le droit des militaires et des employés du gouvernement en mission à se loger chez les paysans et les citoyens 38. Droit selon lequel les habitants des villes et des villages devaient également héberger les différents agents gouvernementaux. Les ilchis, les percepteurs d'impôts, les courtisans au cours des chasses et les militaires avec tout leur entourage et leurs bestiaux. Cela était accompagné presque toujours de violences envers les femmes et les filles des paysans, d'usurpation de leurs biens, argent, chevaux, ânes, mulets, nourriture, fourrage, etc. 39. Pour connaître les effets de cette situation sur la vie et l'esprit de la population, et la réaction de celle-ci au moment de l'arrivée des percepteurs, des troupes armées, etc. Il faut lire les différentes sources, telles que Safka al-Safa, Tariq et Mobarak Ghazani, etc., qui nous donnent une description vivante et frappante sur ce sujet. La peur et la méfiance des paysans à propos de tous ces intrus étaient telles que dans la plupart des cas, on désignait un veilleur. Dès qu'il annonçait l'arrivée de ces intrus, les paysans se mettaient à enterrer et à cacher avec une habileté étonnante leurs céréales et leurs biens. Ils quittaient leurs maisons, fuyaient, se cachaient dans les canaux souterrains, carises ou se réfugiaient en forêt et en montagne. De telle sorte que lorsqu'un agent gouvernemental et des troupes armées arrivaient dans un village, ils ne pouvaient même pas trouver quelqu'un à qui demander le chemin. Ainsi certains percepteurs repartaient bredouilles après quelques jours, ou bien lorsqu'ils découvraient l'un des paysans, le torturaient jusqu'à ce qu'il révèle la cachette des autres et de leur récolte 40. Naturellement, cet état d'insécurité, d'inquiétude vis-à-vis des agressions, etc., affectait tous les aspects de la vie. Au lieu d'utiliser l'argent pour mener une bonne vie, se bien loger, bien s'habiller, etc., on faisait de petites maisons avec une façade laide, on se donnait volontairement une apparence pauvre et misérable. Au lieu d'investir l'argent dans le commerce, l'artisanat, etc., on l'enterrait comme un trésor, et tout cela pour être purement et simplement à l'abri de toutes les sortes d'agressions 41. Un aspect très intéressant qui mérite une étude indépendante est l'influence de cet état des choses sur l'architecture urbaine et rurale, la forme de construction des habitations, des rues, etc. Beaucoup de villes et de villages iraniens qui se trouvaient menacés par ces agressions ont pris la forme de véritables forteresses, galeux. Dans plusieurs régions de l'Iran on trouve encore des maisons souterraines communiquant entre elles par le sous-sol, même des villages entiers souterrains, construits par la population pour être utilisés en cas de danger ou d'agression comme refuge et cachette 42. On comprend facilement que cet état de choses perturbait continuellement et à tel point les activités productives, qu'il affectait la vie économique du pays et les conditions de la vie de la population. Partout dominait un grand mécontentement. Et partout dans les pays islamiques ces impôts, en particulier le tamga, étaient considérés comme contraires à la charia et aux traditions islamiques 43. 2. La période des ILKHANS,
période de l'iranisation des Mongols, remplacement de l'influence tribale par un gouvernement urbain sédentaire. Étant donné l'état de chaos qui régnait partout et la situation catastrophique de l'économie du pays, en particulier de l'agriculture, aucun gouvernement stable ne pouvait s'instaurer et s'enraciner, même dans un cadre local, sans une restauration et une amélioration de l'agriculture et du commerce, sans un minimum d'ordre et de sécurité, et enfin sans l'établissement d'un système fiscal plus ou moins raisonnable et applicable. Tout cela réunissait les conditions premières de la collecte régulière des impôts et leur versement dans le trésor de l'État. De plus, ici comme dans l'énorme majorité des cas de conquête durable, le conquérant le moins évolué était obligé de laisser subsister l'ancien mode de production et se contenter de prélever un tribut. Il était forcé de s'adapter à l'état de civilisation plus élevé du peuple conquis et de s'assimiler à celui-ci, et même la plupart du temps d'adopter sa langue et sa religion 44. En ce qui concerne les Mongols, selon Safavi, il existait encore d'autres facteurs qui favorisaient ce processus. D'une part, leur échec successif dans l'ouest, aux frontières de la Syrie, qu'on attribuait au fait que les vizirs, les sardars et les armées iraniennes, les sujets des Ilkhans guidés par leurs sentiments islamiques, collaboraient en cachette avec les Égyptiens, réclamaient une solution. D'autre part, la tendance des Ilkhans à l'indépendance vis-à-vis du Grand Gahan, dont l'idée était suggérée et encouragée par l'entourage iranien, avait trouvé un terrain favorable pour sa réalisation, avec les divergences apparues à ce moment-là à la cour de Chine parmi les princes mongols 45. Sous la pression de toutes les exigences citées ci-dessus, les Mongols étaient obligés d'accepter la religion du peuple vaincu, l'islam 46, de collaborer avec les cadres locaux, de mettre en place des réformes administratives, fiscales et économiques, afin d'attirer l'appui et le consentement de la population, de garantir la bonne gestion de l'économie du pays, la collecte et le versement régulier des impôts dans le trésor. Dans ces conditions historiques, Ghazan Khan, inspiré et encouragé par son vizir Rachid al-Din Fazl Allah, recourut à une série de réformes dans divers domaines, dont Tariq et Mobarak et Ghazani nous donnent une liste prodigieuse parmi lesquelles 47. L'abolition du Gonolga 48. L'abolition du Tamga dans certaines régions et sa réduction dans d'autres, situées aux environs des villes, 49. L'extermination des brigands et la garantie de sécurité des routes 50. Le règlement de la fertilisation des terres arides 51. L'amélioration des affaires de l'armement et du trésor 52. L'ajustement des différentes unités de mesure et du titre de l'argent et de l'or 53. Etc. Ces réformes touchaient essentiellement l'agriculture et le commerce. D'après tous les témoignages, quoique suivis par le frère du Ghazan Khan et son vizir Ghia al-Din, le fils de Rachid al-Din, ces réformes ne réussirent pas très bien et n'eurent pas de grands effets. Il y avait bien sûr une sorte de restauration de la vie socio-économique, du développement du commerce de transit, l'apparition de certaines villes et l'extension des autres, qui était essentiellement le résultat des migrations des paysans vers les villes et la prospérité du commerce de transit, mais en revanche beaucoup de villes, de villages et de réseaux d'irrigation détruits n'ont jamais été rétablis. La production agricole et artisanale, le marché intérieur, si on peut employer cette expression, et les conditions de vie des populations n'atteignirent jamais le même niveau qu'ils avaient auparavant 54. Comme cause de cet échec relatif, Lampton cite les problèmes tribaux et fiscaux 55, ainsi que les dépenses qui incombaient au gouvernement, l'entretien et le paiement des salaires de l'armée 56. M. Petrouchevski ajoute un autre facteur, l'absence d'une paix durable, les expéditions ininterrompues pour punir les sujets désobéissants et réprimer des insurrections populaires 57. Mais ce qui importe le plus, c'est l'existence d'une couche privilégiée bénéficiant d'intérêts privés, et qui, par une grande influence dans l'appareil de l'État, se défendait avec acharnement et résistait à toute réforme. L'assassinat de vizirs qui ont tenté d'établir des réformes fiscales et administratives comme celui de Rachid al-Din et son fils sous les Ilkhans, de Ghazi Isa et Sek Sali sous les Ak Koyunlu et de Zahir al-Din Ebrahim Savab sous les Ale-Inju 58, etc., n'est pas toujours le fait de concurrence et de rivalité personnelle comme le feraient les apparences, mais au contraire la preuve de la résistance de cette couche sociale. 3. Décadence et la désintégration.
C'est une période de désintégration, de chaos et de vide politique que nous abordons après la mort d'Abou Saïd, 736 335e-36. En voici les traits essentiels. A. L'ancienne classe dirigeante iranienne sur laquelle se sont appuyés les chefs turco-mongols pour se maintenir au pouvoir, dans l'Iran médiéval, était presque dissoute par suite des inventions successives des tribus étrangères au XIIIe et XIVe siècle, qui avaient ébranlé la société traditionnelle iranienne. Dissolution plus ou moins accentuée selon les régions plus ou moins affectées par ces invasions. Elle était par exemple frappante dans la Khorasan et l'Azerbaïdjan presque continuellement en proie aux envahisseurs, alors que dans le Fars elle paraissait moins complète. Cette situation laisse apparaître une couche sociale qui succède à cette classe affaiblie, ce sont les Pahlavan. D'origine rurale, ils essaient partout de parvenir au pouvoir et d'occuper le vide existant. Dans les régions où l'ancienne classe dirigeante n'avait pas complètement disparu, leur activité apparaît plutôt dans le domaine militaire. Ailleurs, ils se placent à la tête des mouvements sociaux et tentent de prendre le pouvoir. Ils voyagent partout à partir du Khorasan, leur pays natal, vers le Fars, le Kerman, le Yazd, l'Azerbaïdjan 59. B. La force tribale mongole est divisée et manque d'un personnage fort, capable de s'imposer à l'ensemble du pays en tant que chef véritable. De là viennent rivalités, querelles et guerres entre chefs mongols qui prétendent chacun au pouvoir et tentent d'éliminer les autres. Au cours de cette période, plusieurs gouvernements locaux, mongols ou iraniens, surgissent ici et là, ayant pour caractère commun la fragilité et la faiblesse. Ils essaient tout d'abord de régler les affaires intérieures, de se justifier d'une sorte de légitimité, et après avoir consolidé leur base. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.